Avant toute chose, je voulais vous remercier parce que grâce à vous et à votre fidélité, on vient de passer la barre des 2000 abonnés. Donc voilà, je suis très content, et sur Ikigai, on est tous très contents de ça, et on voulait vous remercier vraiment du fond du cœur. Ça nous fait plaisir. Ah, nous sommes début septembre, première semaine de septembre. Bon là, clairement, le compte à rebours est bien engagé pour tous les candidats au départ de cette saison. On est à quoi? À 2 semaines, 3 semaines du départ. Bon, c'est pas là où on va faire des gros changements, hein. Alors, enfin, sauf cas de force majeure, mais on va pas changer un moteur maintenant, on va pas changer le gréement maintenant. On est peut-être en attente de voile ou en attente de quelque chose. À 2-3 semaines du départ, là, on est normalement, on a nos listes, hein, elles sont déjà bien pleines, elles sont pas forcément toutes cochées, tous les éléments de la liste sont pas forcément cochés. Plus ou moins, on est quand même dans le rush parce que voilà, on sait que on va bientôt partir, on s'est mis une date butoir et on n'a pas tout fini. Si un de mes amis devait partir là dans 2 semaines, dans 3 semaines, et qu'il me pose la question, allez, dis-moi là rapidement, là, qu'est-ce qu'il faut pas que j'oublie, à quoi il faut que je pense, qu'est-ce que je peux faire qui me prenne pas 3 mois, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que tu me dirais? Bon là, c'est un peu l'objet de la vidéo. Donc dans cette vidéo, ce que je lui dirais en premier, ce que je lui partagerais en premier, ça serait mon cadre d'analyse, c'est-à-dire quels seraient les paramètres que je prendrais en compte pour décider de ce que je mettrais sur ma liste, plutôt que de lui faire des listes comme ça interminables. Donc je partirais plutôt là-dessus. En second lieu, je lui donnerais quand même une liste de choses, mais pas une liste très grande. Je resterai sur des choses pratico-pratiques qui sont issues de notre expérience. Et ça pourrait concerner la mécanique, le moteur, ça pourrait concerner l'aspect plutôt médical ou l'aspect vie à bord, la partie aussi électricité. Voilà, sans entrer trop dans des détails, des choses que l'on peut faire en 1 journée ou 2 journées sans prendre rendez-vous avec des médecins ou autres, ou des choses qui nous prendraient trop longtemps. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Si un ami venait me voir et me disait, voilà, je pars dans 2 semaines, 3 semaines, est-ce que tu peux me conseiller? Est-ce que tu peux me donner des listes? Avant même de lui donner des listes, je partagerai avec lui les éléments de mon cadre d'analyse par rapport à la situation, ce qui lui permettrait d'être beaucoup plus autonome après pour soit constituer ses propres listes, soit avoir du recul par rapport à la liste que d'autres peuvent lui proposer. Dans mon cadre d'analyse, le premier paramètre, celui qui vient en premier pour moi, c'est le prix. Le prix parce que la vie dans les îles est globalement 40% plus chère que la vie à terre en métropole. Et là, je parle de l'alimentaire, mais voilà, c'est un peu une règle générale. Sauf pour l'accastillage. Alors l'accastillage, c'est pas 40% de plus, c'est 100% de plus. Et si vous êtes dans certaines îles et vous avez besoin ça peut monter à 200% de plus. Alors je vais vous donner un exemple. Alors si vous me suivez et si vous nous suivez depuis quelque temps, vous avez appris notre mésaventure par rapport à la tentative de vol de notre moteur d'annexe. Le voleur a pris le tuyau d'alimentation qui va de la nourrice du réservoir au moteur. Donc dans ce tuyau, il y a 2 connectiques. Une connectique qui va du réservoir au tuyau et du tuyau au moteur. Et puis ensuite, il y a une petite poire qui permet d'amorcer l'essence. Et puis un filtre. Alors ça, quand on va chez des chips ou sur internet, en métropole, vous le touchez, le mécanisme, sans le filtre. Pour un moteur Yamaha, vous le touchez à 25 € à peu près.
En Martinique, chez les chips, il est à 45 €, le même. Hein. Lorsque à Bécoué, j'ai voulu racheter tous les éléments, bon bah je m'en suis sorti pour quasiment une centaine d'euros. Voilà, c'est pour vous donner un ordre de prix et pourquoi pour moi le prix est vraiment important dans les décisions qu'on va prendre quant à qu'est-ce qu'on va emmener, qu'est-ce qui est susceptible d'être perdu, de casser ou autre. Pour moi le critère prix vient en premier. En second va venir le critère disponibilité et accessibilité. Voilà. Ce dont j'ai besoin, est-ce que c'est facilement trouvable dans les îles ou pas? Ensuite va venir le côté accessibilité. Est-ce que entre mon bateau, mon annexe et le lieu où je vais trouver ça, c'est facilement, je peux m'y rendre facilement ou pas? Voilà. Donc ça aussi, est-ce que les pièces dont je vais avoir besoin, c'est des pièces relativement communes que je peux trouver un peu partout dans tous les pays. Bon, là, ça pose pas de problème en termes de choix, j'ai pas forcément besoin de les prendre. Par contre, est-ce que ce sont des pièces où pour les trouver, c'est un petit peu compliqué, ou alors il faut les commander sur une autre île ou les faire venir du continent? Bon, là, ça fait partie aussi des éléments qui vont entrer en ligne de compte. L'autre élément, que je vais intégrer dans mon équation, ça va être la notion d'urgence ou de nécessité. Voilà. Est-ce que ce dont j'ai besoin, ou ce dont je vais avoir besoin, ça relève d'un caractère d'urgence ou d'un caractère nécessaire pour la vie à bord? Ou pas? Voilà. Donc si en plus c'est urgent, c'est nécessaire et que c'est pas disponible, bon là, typiquement, c'est des choses qu'il faut avoir à bord. La raison pour laquelle je précise ce cadre d'analyse, c'est que, en fait, en termes de liste, chacun voit un peu midi à sa porte et chacun fait aussi en fonction de son vécu, de son expérience. Et on ne fait pas tous les mêmes expériences. C'est sûr que moi, je vais vous dire, assurez-vous d'avoir un tuyau d'alimentation pour l'annexe en double, vu l'expérience que j'ai eue. Alors, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que j'en avais deux de tuyaux d'alimentation. Simplement, il y en avait un qui n'allait pas sur les nourrices que j'avais. Et donc, je l'ai donné à mon beau-frère, ce tuyau-là. Et ce qui est incroyable, c'est que non seulement je l'ai donné à mon beau-frère, mais j'étais resté convaincu que j'avais ce double sur le bateau. Enfin, le truc est complètement surréaliste. Et donc, lorsque j'en ai eu besoin de ce double, je l'ai cherché partout. Et à la fin, comme on a fait un gros rangement avec mon beau-frère sur le bateau avant de partir, je lui en ai parlé. Il m'a dit, mais non, tu l'avais pas sur le bateau, tu me l'as donné parce qu'il allait pas sur tes nourrices. Donc assurez-vous, voilà, que ce que vous pensez avoir en double, de bien l'avoir en double quand même. Et ça, c'est un exemple en termes de cadre d'analyse, c'est-à-dire que les nourrices dans les îles, c'est disponible, ça se trouve, hein, parce que y a beaucoup de bateaux et puis les locaux utilisent beaucoup de moteurs hors bord. La question, c'est la question du prix. Oui, c'est disponible. À quel prix? Voilà. Donc c'est pour ça que mon premier critère, c'est toujours le prix. Concernant l'annexe, il y a le tuyau d'alimentation en double. Je prendrai quand même... alors nous, on a deux nourrices, on a deux réservoirs. Un grand de 25 litres, un petit de 12 litres. Et je trouve que c'est bien parce que finalement, le grand nous sert de réserve. Et puis, dans l'annexe, on met le petit de 12 litres. Il est plus léger, il est plus facilement maniable. Donc ça, c'est pas mal. On en a encore un troisième sur Ikigai, mais je pense pas que ce soit utile. En tout cas, nous, en plus d'un an, on l'a jamais utilisé. Mais bon, c'est toujours quand on dit que c'est pas utile, que finalement la grosse nourrice perce pour une raison quelconque, on est bien content de l'avoir. Mais en tout cas, voilà, nous, avec les deux nourrices, une de 25, une de 12, ça nous va très bien. Je prendrai de la colle pour PVC et puis des patchs, parce que souvent les annexes vont raguer, ou alors il y a des choses qui, avec le soleil, vont se décoller. Là où les anneaux sont attachés, là où les rames sont attachées, voilà, ça peut se décoller. Si on reste dans la partie moteur hors-bord, moteur inboard,
je prévoirais un entretien d'avance, c'est-à-dire vidange, filtre, courroie, pour le moteur inboard et pour le moteur hors-bord. Ça, je le prévoirai à l'avance parce que on ne sait jamais trop où est-ce qu'on va le faire. On ne le fait pas forcément en carénage. Et se dire bah tiens, c'est à peu près le moment de le faire, mais c'est pas forcément le moment où je vais être sur le carénage. Et là, en termes soit de disponibilité de pièces, soit de prix, bon bah c'est bien d'en avoir un en avance pour les deux moteurs, le moteur inboard, le moteur du voilier et le moteur de l'annexe. Pour les moteurs de temps, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ici il y a beaucoup, pour l'huile qu'on va mettre dans le moteur de temps, dans l'essence du moteur, ils ont beaucoup des bidons d'1 litre. Et j'ai pas trouvé de bidons de 2 litres, que ce soit en grande surface, que ce soit dans les stations-service, etc. Bon, alors peut-être que j'ai pas cherché au bon endroit. En tout cas, quand on a un moteur de temps, de l'huile, on en rajoute souvent. Donc c'est bien d'en avoir une petite réserve et surtout des bidons de 2 litres qui coûtent moins cher à l'achat que des bidons d'1 litre. Alors, je suis pas un obsédé des prix, hein, mais c'est le cumul en fait. C'est le cumul des petits surcoûts qui font qu'à la fin, on a quand même des grosses factures. Bon, évidemment, je prendrai un bon stock de W40, de PTFE, de spray anti-rouille et spécial contact. Et puis, je prendrai une petite brosse métallique parce que on en a eu besoin. Bon, on avait une grosse brosse métallique, mais les petites brosses, vous savez, celles qu'on utilisait avant pour frotter les bougies. Bon bah là, j'en ai eu besoin et j'en ai pas trouvé. J'ai fait beaucoup de magasins, j'en ai pas trouvé. Donc ça, avoir ça à bord dans sa trousse, c'est quand même pas mal. Là où on est aussi satisfait, c'est d'avoir un vrai klaxon sur le bateau. Plutôt que le poète-poète, là, la petite trompette qu'on va avoir, ou des trucs à gaz sur lesquels on va appuyer. On est quand même bien content d'avoir ça, parce que déjà, c'est pas beaucoup d'entretien, ça marche tout le temps. Les trucs à gaz, bah, il faut vérifier qu'il y a assez de gaz, ou alors des fois il y a des klaxons comme ça à gaz qu'on va recharger en pompant, mais bon, c'est le moment où on en a besoin, où on s'aperçoit que le truc, le gaz, la pression est partie au fur et à mesure. Donc avoir un vrai klaxon, c'est quand même, nous on en est très satisfait en tout cas. En dernière minute, ce que je conseillerais aussi à un ami, ça serait d'avoir un jeu d'ampoules pour toutes les ampoules, ampoules de nave, les ampoules, les petits spots qu'on a à l'intérieur, mais également avoir une ou deux petites LED qu'on a, les LED rouges, là, les petits voyants rouges qu'on a sur le tableau électrique, pour nous dire bah voilà, le guindeau est allumé, il est éteint, etc. Parce que ça, on peut courir après un petit moment. Quand on en a besoin, et puis de bien lister les caractéristiques de ces ampoules, c'est-à-dire savoir s'il a des ampoules navettes, les ampoules un petit peu longues qui sont prises d'un côté et de l'autre, bah, bien connaître la longueur de l'ampoule navette, puis les caractéristiques des ampoules, ça facilite la vie quand on va chez le ship. Quand on commence à faire des longues traversées, je remarque que beaucoup de bateaux ont des bidons supplémentaires sur le pont. Nous on en a 4 bidons de 25 litres ou de 22 litres, je ne sais plus. Voilà, quand on va faire des longues traversées, on les remplit, mais on les a aussi en réserve au cas où, à force de sauts de puce, on sait qu'on a toujours de quoi remplir finalement le réservoir. Alors si vous faites ça, c'est pas une obligation, mais si vous le faites, c'est vrai que c'est quand même pratique d'avoir une planche entre deux chandeliers pour pouvoir fixer les bidons. Cette planche, ça serait pas mal si elle pouvait faire aussi passerelle. Quand vous êtes dans un port, ça fait un ustensile pour deux choses. Et pensez à mettre des serpillères ou quelque chose en dessous des bidons pour éviter le ragage sur le gel coat, parce que parfois les bidons, on s'en aperçoit pas, ils sont un petit peu lâches et ils commencent à gesticuler d'avant en arrière et de bâbord à tribord sur le pont sur des distances très courtes mais suffisantes pour user le gel coat. Pensez à acheter ces bidons avant de partir, parce que sinon vous allez les acheter à Gibraltar,
aux Canaries ou au Cap-Vert, et là bah, les prix vont être un petit peu plus élevés. Vous avez aussi des bidons bleus, hein, pour des bidons bleu clair là pour ceux qui font de l'eau au bidon pour remplir les réservoirs. Après en nave, bon moi j'ai 2 ou 3 compas de relèvement, mais c'est bien d'en avoir au moins un second. Parce que des relèvements, on peut être amené à en faire. Ce qui va avec ça aussi pour moi, c'est les jumelles. Alors jumelles, c'est du 7 x 50, c'est largement suffisant. Si vous avez un grossissement trop fort, comme le bateau bouge tout le temps, bah, ça va être flou, vous aurez du mal à fixer quelque chose. Donc 7,50 ça suffit. Nous on a des Plastimo qui sont pas hyper chers mais qui sont très lumineuses et qui résistent à l'eau. On n'a pas de buée à l'intérieur. Bon, on n'a pas de compas, on n'a pas de choses pour mesurer les distances, de télémètres, de choses comme ça intégrées. Les copains qui en ont, bon bah pour certains ils ont payé cher, mais finalement c'est tombé en panne au bout d'un certain temps. Par contre les jumelles, il faut vraiment en avoir, il faut vraiment avoir une paire de jumelles en double au cas où la première prenne l'eau, parce que dès que vous arrivez sur un mouillage, pour peu qu'il soit un peu encombré, pour peu que vous voulez vous donner un peu du temps pour analyser le mouillage avant d'y être, eh ben on est sur les jumelles. Vous êtes en mer, vous voyez un truc un peu bizarre au loin, vous utilisez les jumelles. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup, et il arrive parfois qu'on les oublie dans le cockpit ou sur le pont, et du coup elles prennent un peu l'humidité, et là elles peuvent moins bien fonctionner. Dans la partie médicale, bon, chacun a sa trousse, hein, Doliprane, etc. Mais les petites choses du quotidien, par exemple des bouchons d'oreille, soit parce qu'il y a des ronfleurs dans le bateau, soit parce que bah, y a beaucoup de vent, ou on est en navigation, ça tape beaucoup, et si la personne qui est à l'intérieur a du mal à dormir ou est effrayée par les bruits de vagues qui viennent taper la coque, ou alors simplement vous êtes au mouillage et puis ça clapote en dessous de la coque. Donc les bouchons d'oreille c'est pas mal. Nous on en a une boîte pour chaque personne qui vient, donc globalement on a 4 boîtes de bouchons d'oreille. Dans votre trousse mal de mer, ben je vous conseille d'avoir des choses variées. Bon, ce qu'on utilise pas mal, c'est la scopolamine, le scopoderme, aussi le surgéron. Bah alors nous on n'en a pas, en France c'est pas trouvable, il faut aller en Espagne, en Suisse ou aux Canaries, vous avez une pharmacie qui en vend. Le problème du surgéron, ça marche très bien, par contre ça endort certaines personnes, donc voilà, à vérifier. Et puis aussi des bracelets, aussi des choses qui relèvent de l'homéopathie, parce que tout le monde ne réagit pas aux mêmes substances de la même manière. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut avoir de la variété, il faut avoir de la quantité aussi, parce que parce qu'après c'est pas, il y a des choses où il faut passer par un médecin, donc c'est sur ordonnance. Bon, ça fait des parcours un petit peu plus complexes à avoir. Pensez à avoir un antihistaminique, style Aérus ou autre. Et puis nous, on a aussi une piqûre d'adrénaline. Je vais vous la montrer, je vais vous montrer ce qu'on a sur une photo dans la vidéo. Ça c'est si vraiment il y a un gros choc allergique et que il faut passer à la vitesse supérieure. Ces piqûres d'adrénaline, elles sont pas remboursées par la Sécu, et elles se stockent au frais dans le frigo. Je partirai aussi avec du bout d'amarrage en 19, une longueur supplémentaire. Alors j'en ai pour mes amarres, j'en ai également pour mon mouillage secondaire, une soixantaine de mètres à peu près. Je partirai avec 50 ou 60 mètres de plus, ne serait-ce que pour refaire des amarres longues ou des pas de doigts, parce que ça a tendance quand même à pouvoir s'user sur des ragages. Bon, nous on en a pété une quand même d'amarre avec du ragage. Bon, il faut dire que ça soufflait bien, qu'il y avait il y avait de la houle, mais bon voilà, c'est pour dire que même un diamètre 19, ça pète. Et c'était une amarre longue, une amarre de 12 mètres. Bon bah finalement, là où ça a cassé, j'ai récupéré le reste, mais qui n'est pas assez long pour me faire une amarre qui me permettrait de me prendre sur le taquet du milieu. Donc voilà, je partirai avec une bonne longueur. Une parenthèse au niveau des mains de fer. Alors la main de fer que tout le monde, enfin
qu'on utilise beaucoup en France, qui fait une sorte de petit crochet qui se met autour de la chaîne. Nous, on en a une de main de fer comme ça, elle nous satisfait pas parce qu'elle a tendance à se bloquer dans les maillons. On a une autre main de fer qui commence par OSQ et qui finit par TI, qui pour nous est quand même bien plus pratique. Plus pratique à mettre, beaucoup plus pratique à enlever parce qu'on peut juste la secouer et pouf, elle tombe de la chaîne. Ensuite, nous, on sécurise toujours la première main de fer avec la deuxième. Donc, celle qui nous plaît pas trop, mais celle-là, elle est rarement sous tension du coup. Allez, je vais finir cette liste qui nous est très personnelle en fait, hein, avec des choses beaucoup plus pratico-pratiques, des choses de la vie quotidienne. Je prendrai, c'est ce que j'ai d'ailleurs sur le téléphone, une coque sandwich. Parce que dès qu'il pleut un petit peu, qu'il y a quelques gouttes, mais que ça va pas durer, ou qu'il y a des éclaboussures, ça protège mieux que les coques qui sont simplement sur l'arrière du téléphone. Alors c'est pas imperméable, hein, c'est pas non plus étanche, mais en tout cas voilà, quand il y a des éclaboussures ou des choses comme ça, et qu'on se sert du téléphone, soit pour filmer, soit pour parce qu'on a les cartes dessus, et que d'un coup il se met à tomber il se met à pleuvoir, on n'a pas forcément le temps ou le réflexe de choper le téléphone tout de suite pour le mettre à l'abri. Là ça l'épargne un petit peu, et puis après évidemment des pochettes étanches pour tablettes et téléphone en cas de pluie ou pour la navigation. J'inciterai très fortement mon ami à investir dans un panier pour mettre les chaussures et puis une petite balayette pour les pieds. Alors ça permet de pas monter dans le bateau avec les chaussures, donc ça participe à la lutte contre l'arrivée des cafards. Et puis ça évite aussi d'avoir tout le temps du sable dans le cockpit ou de l'amener à l'intérieur du bateau. Et une chose dont je n'ai pas parlé, c'est sur des vidéos précédentes. Nous, on utilise comme sac à linge sale des sacs à gravats de 50 kg, de 50 litres plutôt. Alors, c'est très pratique parce qu'en fait, ça a des poignées qui sont très résistantes. Ça résiste bien au ragage ou au frottement ou quand on le trimballe. Et puis, c'est étanche. Parce que le linge, quand on l'amène à la laverie, il est sale. Mais quand on le ramène au bateau, il est censé être propre. Et du coup, c'est bien que le sac dans lequel on le met soit étanche. Nous, on avait fait quelques expériences avec les sacs de course qui sont pas tellement étanches. On avait de l'eau dans le fond de l'annexe. On n'était pas trop content, quoi. Alors, vous l'avez compris, hein, le but de la vidéo, c'est pas de vous dire il faut emporter ça. Encore une fois, chacun fait ses expériences, chacun a ses priorités. Le but, c'est vraiment, et c'est pour ça que j'ai commencé par ça, c'est de vous donner les éléments sur lesquels moi je fais reposer mon analyse. Et les éléments en termes de prix, de disponibilité, en termes d'accessibilité, en termes d'urgence ou de nécessité sur le bateau, pour que vous puissiez vous-même soit fabriquer vos propres listes, ou bien avoir un regard critique. Alors critique, ça ne veut pas dire forcément négativement critique, ça peut être positivement critique, mais en tout cas un certain recul par rapport aux listes que d'autres personnes pourraient vous fournir. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, pensez à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.